Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à un personnage emblématique de Saint Seiya, longtemps considéré comme l'ennemi d'Athéna numéro 1, le très charismatique Saga des Gémeaux. Gemini no Saga, vidéo que j'ai intitulée Saga l'usurpateur, car il a usurpé l'identité du grand Pope. Petit retour en arrière, il y a 13 ans, un bébé vient d'apparaître sur l'autel de la statue d'Athéna. Il s'agit d'Athéna elle-même qui renaît une fois de plus pour s'apprêter à combattre les forces du mal. Elle sera recueillie par le grand Pope Shion, rescapé de la précédente guerre sainte, qui a pour mission de préparer les troupes d'Athéna en vue de la prochaine guerre sainte. Shion est un chevalier de l'ancienne génération, à l'inverse de Doko de la Balance qui s'est vu attribuer le Mésopétaménos pour participer à la prochaine guerre sainte. La mission de Shion consiste juste à préparer la nouvelle génération, puis il doit laisser sa place de grand Pope à celui qu'il jugera le plus apte à diriger les chevaliers en tant que grand Pope. Suite à la résurrection d'Athéna et l'imminence d'une nouvelle guerre sainte, le moment était venu pour lui de laisser sa place. A l'époque, les chevaliers d'or étaient pour la plupart en formation, et tous étaient trop jeunes pour prétendre à succéder au grand Pope, excepté deux chevaliers, Aiolos du Sagittaire et Saga des Gémeaux. Shion devait donc faire son choix entre ces deux chevaliers. Pour l'opinion publique, il ne faisait aucun doute que le grand Pope allait choisir Saga pour lui succéder, tant le comportement de ce dernier était d'une pureté sans égale, qu'il était comparé à un dieu. Le jour J, le grand Pope réunit Saga et Aiolos pour leur annoncer qu'Athéna vient de ressusciter et qu'une nouvelle guerre sainte va commencer. Le moment est venu pour Shion de laisser son fauteuil de grand Pope à la nouvelle génération. Et coup de théâtre, c'est Aiolos qui est choisi pour devenir grand Pope, lui qui rassemble la bonté, le courage et l'intelligence. C'est une énorme surprise. Bien qu'étant très brave, Aiolos n'est pas du niveau de Saga. Aiolos lui-même a du mal à y croire. Mais Shion a fait son choix et c'est le chevalier du Sagittaire qui va devenir le prochain grand Pope. Saga accepte d'épauler Aiolos dans sa tâche difficile et de nouveau il confirme qu'il vouera sa vie au service d'Athéna. Peu de temps après, Shion retourne une dernière fois au mont Star Hill, lieu où les grands popes se rendent de génération en génération pour lire l'avenir à travers les étoiles. Saga fait irruption et demande des comptes au grand Pope. On remarque immédiatement qu'il s'agit d'un Saga très différent que celui dépeint précédemment. C'est un Saga agité, arrogant et même irrespectueux qui s'adresse au grand Pope. Saga demande à Shion pourquoi il ne l'a pas désigné pour lui succéder. Et c'est ainsi que le couperet va tomber pour Saga. Shion l'a démasqué, il a senti enfoui en lui le mal. Bien qu'espérant se tromper, il ne peut s'empêcher de penser que l'âme de Saga abrite celle d'un démon. Démasqué, Saga n'aura d'autre choix que d'assassiner Shion et usurper son identité de grand Pope. Son objectif est le suivant, renverser Athéna et régner sur la terre en tant que dieu des humains. Et c'est ainsi qu'il tentera d'assassiner Athéna avant qu'elle ne soit sauvée in extremis par Aiolos. À présent, nous allons nous intéresser à la psychologie de Saga qui est assez complexe, étant donné qu'il souffre de schizophrénie. Comme vous savez, Saga est placé sous le signe des Gémeaux. Il possède donc deux personnalités, l'une vertueuse, l'autre maléfique. Un peu comme tout être humain, on a tous un côté gentil et un autre méchant. Mais il se trouve que chez Saga, ces deux traits de caractère étaient poussés à l'extrême. Si bien Dieu, il pouvait devenir diable, comme l'a très bien diagnostiqué Mu à la fin de la bataille des 12 maisons. A la base, Saga était un ardent défenseur de la justice, comparé à un dieu tant son cœur était pur. Mais peu à peu, il a été rongé par le mal. Dans le manga, mais surtout dans l'anime, on a très souvent vu Saga avoir un dialogue avec lui-même. En fait, c'est son côté gentil qui parle à son côté méchant. Dans l'anime, ils l'ont appelé Arless, qui serait donc l'entité en possession de Saga. Alors ça, c'est une incohérence de l'anime. Néanmoins, dans les faits avérés, c'est-à-dire ceux du manga, nous savons sans l'ombre d'un doute que Saga était schizophrène. Mais il était bien habité par le mal que Seiya a pu chasser en brandissant le bouclier d'Athéna. On voit bien une aura quitter Saga. Libéré par le mal qui le rongeait, Saga s'est malgré tout suicidé, tant les actes commis par son côté démoniaque étaient vraiment trop gravissimes. Alors Saga possède deux personnalités qui ont été représentées à merveille, que ce soit dans l'anime ou le manga. Dans l'anime, le Saga gentil a les cheveux bleus et son visage reflète la tristesse. Le Saga maléfique a les cheveux gris et son visage est déformé par la haine. Dans le manga, le gentil a les cheveux blonds et son visage a une expression de bonté. Lorsque Seiya débarque dans la salle du grand Pope après avoir traversé les 12 maisons, c'est le gentil qui est aux commandes et c'est un Saga heureux qui s'adresse à Seiya. Heureux de rencontrer les vrais chevaliers d'Athéna détenteurs de la force et du courage. Alors que le méchant a les cheveux noirs, mais c'est surtout son attitude qui est choquante. Comme on a pu le voir sur le mont Star Hill, où il a qualifié le grand Pope de vieux, n'hésitant pas à dénigrer Aiolos dans son dos et faisant preuve d'une arrogance incroyable en se qualifiant lui-même de Dieu, alors que c'est le gentil Saga qui était qualifié de Dieu. Surtout pas lui qui en une conversation avec Shion nous a dévoilé sa vraie nature. Irrespectueux et insultant envers le grand Pope, hypocrite envers Aiolos,
et arrogant et narcissique pour lui-même. Alors, lequel des deux sagas a plus eu le contrôle du corps? Eh bien, à partir de l'assassinat de Shion, c'est le maléfique qui était presque tout le temps aux commandes. Le gentil n'a eu que peu d'occasions de s'exprimer, et comme le souligne Mu à la fin de l'arc Sanctuaire, au fond, celui qui a peut-être le plus souffert durant cette bataille des 12 maisons est certainement Saga, sans cesse torturé entre le bien et le mal. Saga a usurpé l'identité du grand peuple, donc pendant 13 ans il a pu gouverner sur le sanctuaire avec sous son autorité les puissants chevaliers d'or, qui s'ils se seraient alliés auraient pu renverser Saga. Le premier à avoir démasqué Saga fut Aiolos qui a sauvé Athéna alors que Saga s'apprêtait à la poignarder. Aiolos a pu asséner un coup de poing au grand peuple, ce qui a fait tomber son masque et Aiolos a pu reconnaître son ancien frère d'armes. Après avoir répliqué par une puissante attaque à la vitesse de la lumière, Aiolos sera traqué par Shura et il décédera peu de temps après. Ensuite, un peu plus tard, deux autres chevaliers d'or seront considérés comme renégats par le sanctuaire via leur dirigeant Saga l'usurpateur, sous les traits du grand peuple. Il s'agit de Doko de la Balance et Mu du Bélier, qui l'un comme l'autre connaissaient personnellement l'ancien grand peuple, et ils se sont immédiatement aperçus qu'un nouveau grand peuple a pris le pouvoir. Mu a été le disciple de Shion, il le connaît donc très bien, tout comme le vieux maître qui est le seul rescapé de la dernière guerre sainte avec Shion. Il y a également trois autres chevaliers d'or qui étaient au courant de la vraie nature du grand peuple. Il s'agit de Masque de mort du cancer, Aphrodite des poissons et Shura du capricorne. En ce qui concerne Masque de mort et Aphrodite, ils ont volontairement suivi Saga tout en sachant qu'il était un agent des forces du mal. Bon, rien de surprenant, on les connaît très bien ces deux-là, c'est des crapules. On va s'intéresser un peu à Shura, qui a rallié Saga pour une triste raison. Ne croyant plus à Athéna et à la justice, il ne croyait plus qu'en une chose, la force. Pour lui, Saga incarnait la puissance et que même si ses actes étaient jugés néfastes aujourd'hui, avec le temps, ils seront reconnus comme justes. Il était dans l'erreur et ne se rendra compte qu'au moment de sa mort. Lui qui a commis la terrible erreur de porter le coup fatal à Aiolos. Heureusement que son dernier acte a été vertueux, en sauvant Shiryu et en lui léguant Excalibur. Avant la bataille du sanctuaire, Aiolia va rencontrer Saori Kido, réincarnation de la déesse Athéna. Alors, il a eu un peu de mal à ouvrir les yeux, et c'est le fantôme de son frère qui l'a fait revenir à la raison. Aiolia a ensuite immédiatement fait irruption dans la salle du grand peuple pour lui demander des comptes, avant d'être victime de l'illusion diabolique du chevalier des Gémeaux. Reste un point à élucider, ceux qui n'ont pas démasqué Saga, c'est-à-dire tous les autres, dont notamment Shaka de la Vierge, qui aurait dû s'en apercevoir, lui qui est considéré comme l'être le plus proche de Dieu, possède la faculté naturelle de lire à travers les personnes. Plus que quiconque, il devrait reconnaître le mal lorsqu'il le rencontre. Pourtant ça n'a pas été le cas, Shaka n'y a vu que du feu. Même dans la salle du grand peuple, dans son duel face à Aiolia, Shaka a pris la défense du grand peuple maléfique. Et lorsque Saga a frappé Aiolia dans le dos avec son illusion diabolique, il aurait dû avoir un doute. Mais non, il a seulement douté au moment de l'autodestruction de Ikki. C'est seulement à ce moment précis qu'il a eu un doute dans son cœur. Donc c'est vraiment décevant de la part de Shaka dont la puissance n'a d'équivalent, la sagesse. Dernier point que j'aimerais élucider, comment Saga a vaincu Shion. Alors, on le voit très bien comment. Une fois démasqué, Saga lui a asséné un coup de poing dans la poitrine et Shion est décédé. Il l'a one-shot, donc il l'a battu assez facilement. Néanmoins, on peut se demander si tout cela est bien cohérent, car Shion n'est pas n'importe qui. Ancien chevalier du Bélier et rescapé de la précédente guerre sainte, Shion est un personnage extrêmement puissant. Donc on peut se demander comment Saga fait pour le vaincre aussi facilement. Eh bien, il y a deux explications. La première, c'est la puissance de Saga qui est probablement le plus puissant des chevaliers d'or. Je dis probablement car même si c'est mentionné dans Saint Seiya Soul of Gold ou dans Saint Seiya Next Dimension, on peut avoir des doutes. Exemple, dans Saint Seiya Next Dimension, c'est Ikki qui affirme que le chevalier des Gémeaux est le plus puissant des chevaliers d'or dans cette époque comme dans la sienne. Or, Ikki est très mal placé pour faire un classement des chevaliers d'or par puissance, étant donné que dans son époque, il a juste affronté Saga et Kanon et Shaka, alors que dans le passé, il venait juste d'arriver. Il ne connaît donc aucun chevalier d'or de cette époque, à part Abel et Caïn. Dans les faits, c'est-à-dire dans les 28 tomes de l'histoire originale, ce n'est pas très clair. Même s'il ne fait aucun doute que Saga est l'un des plus puissants chevaliers d'or, on ne peut pas lui attribuer avec certitude le titre de plus puissant chevalier d'or. Des chevaliers comme Shaka ou Doko sont très proches de lui. Néanmoins, il est évident que la puissance de Saga justifie en partie le fait qu'il ait pu balayer Shion assez facilement, ce qui nous amène au deuxième point qui pourrait expliquer la victoire haut la main de Saga. Il concerne Shion lui-même, qui était très vieux. Au moment de sa mort, il a près de 250 ans, et son cosmos s'est affaibli, tout comme celui de Doko vieux face à Shion jeune. On a bien vu qu'il n'y avait pas photo.
La puissance de Saga et l'âge avancé de Shion expliquent pourquoi Saga a pu l'emporter sur le grand pop. De plus, Saga était revêtu de son armure d'or. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui, c'était une petite biographie d'un de mes personnages préférés de Saint Seiya. D'autres vont arriver comme Kanon le repenti, ainsi que Aiolos le martyr. Voilà pourquoi aujourd'hui je n'ai pas parlé de Kanon, car il aura une vidéo dédiée, où on reparlera de Saga bien sûr. En fait, la vidéo sur Kanon sera un peu la suite de celle-ci. Écoutez, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt.